Donc pour démarrer, on va faire un petit rappel sur les voies de migration. Alors ça correspond à l'ensemble de l'aire de répartition d'une population et ça inclut donc les zones de reproduction et d'hivernage, les haltes migratoires et puis les axes migratoires, donc le chemin par lesquels les individus passent. Ces voies de migration connaissent donc des populations, des sites, des écosystèmes dans divers pays et continents à divers moments de l'année. Et cela souligne vraiment l'importance de coordonner la conservation à cette échelle. Ça implique une coopération internationale, notamment régie par les accords multilatéraux et les conventions. Donc on en a parlé plusieurs fois, mais la France, elle est donc signataire par exemple de l'accord de la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, donc l'AOA, qui établit une protection pour les voies de migration Est-Atlantique et mer Noire, mer Méditerranée. Alors, une petite parenthèse, si le sujet de la migration des espèces vous intéresse, l'ALPO vient de sortir l'Atlas des oiseaux migrateurs de France, qui a été coordonné par mes collègues du service connaissance, donc, et qui sont en ce moment modérateurs de ce webinaire, donc Jérémy Dupuis et Louis Salé, donc n'hésitez pas à vérifier cet atlas. Et pour revenir à notre voie de migration Atlantique-Est, c'est l'une des plus importantes pour les limicoles côtiers et elle relie en fait un réseau d'importants de sites de la zone de reproduction en Arctique et au sud de l'Afrique, aux zones d'hivernage en Europe et Afrique occidentale. Mais en fait, il s'agit aussi d'une zone côtière qui est souvent peuplée, dont les services écosystémiques sont utilisés par de nombreuses personnes et qui va donc subir de nombreuses transformations de par l'urbanisation et l'activité humaine. Et il y a donc un besoin d'évaluation et d'indicateurs de l'état de santé de cette voie de migration pour pouvoir permettre une coordination, une coexistence plus harmonieuse. L'un des sites majeurs de cette voie de migration, c'est la mer des Wadden. C'est un grand système de vasières et d'étendues sableuses intertidales entre le Danemark, l'Allemagne et les Pays-Bas, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et l'Allemagne et les Pays-Bas en particulier portent aussi une très forte responsabilité pour les populations d'oiseaux d'eau de cette voie de migration. Et de cette responsabilité est née la Wadden Sea Flyway Initiative. C'est une initiative qui a été créée en 2012, dont l'objectif est de renforcer la coopération internationale pour la recherche et la gestion des espèces d'oiseaux d'eau migratrices au sein de la voie Atlantique Est, pour permettre une meilleure conservation. En particulier, c'est la mise en œuvre d'un système de monitoring et d'évaluation des populations d'oiseaux d'eau et des conditions environnementales des sites utilisés par les oiseaux tout au cours de l'année. Et donc, c'est en termes de pression et de menaces, ainsi que des mesures de conservation qui sont mises en place. L'évaluation de la voie de migration, ça utilise donc principalement les données issues du comptage annuel wetland dans tous les pays concernés, mais malheureusement dans certains pays, notamment en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas vraiment la capacité de faire des comptages annuels de tous les sites. Et donc tous les 3 ans, il a organisé des comptages totaux qui sont mis en place. Donc ça a commencé en 2014, 2017 et 2020. Du coup, janvier là qui vient 2023, c'est aussi le prochain comptage total. C'est aussi l'occasion de renseigner sur les conditions environnementales des sites. Et à ces comptages hivernaux s'ajoutent des données des suivis en période de reproduction, comme les suivis des espèces nicheuses coloniales ou les données du Pan-European Common Bird Monitoring Scheme, donc qui est un suivi européen dont le stock, le suivi temporel des oiseaux communs, qui alimente ces données-là pour la France. Donc, ce que je vais vous présenter, c'est les résultats de l'évaluation la plus récente, donc celle qui est issue du comptage total de 2020 et qui a été publiée cette année. Donc, l'évaluation donne les résultats pour 83 populations de 66 espèces. Et dans l'ensemble, la voie de migration Atlantique-Est se porte en fait plutôt bien sur le long terme. Donc le long terme, ça correspond depuis le début des comptages des populations, donc ça va dépendre un peu des espèces, comme on l'a vu. Donc par exemple, pour la plupart des limicoles, ça va être à partir de 1978 et ça va aller jusqu'à donc au dernier comptage total, donc qui était 2020.
Et sur cette période, on a quand même 50% des espèces en augmentation, 16% des espèces qui sont stables. Et donc, il y a vraiment eu un bon rétablissement des populations qui, comme le disait Gwen, étaient quand même vraiment subi de larges déclins. Donc, suite à ça, on a commencé à mettre en place des mesures de conservation, ce qui a plutôt bien fonctionné à l'échelle donc de la voie de migration. Par contre, en fait, sur le court terme, c'est-à-dire les 10 dernières années, c'est quand même beaucoup moins favorable, on a une trajectoire moins favorable. On a 26% des espèces qui sont en augmentation, 26% qui sont stables, donc c'est quand même déjà pas mal, c'est que le rétablissement, c'est toujours 29% en déclin, dont 4% en déclin sévère. Il y a aussi un grand nombre de tendances qui ne peuvent pas être établies statistiquement sur le court terme parce qu'en fait, il n'y a pas assez de données. Et si on entre un petit peu plus dans le détail, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a des différences entre les groupes. Donc, par exemple, les oies, les pélicans ou les flamands sont en augmentation aussi bien sur le long terme que sur le court terme, avec quand même une stabilisation récente pour les oies. Les anatidés, hérons, stères, donc grèbes, restent stables, donc ils sont pas vraiment récupérés, mais ils sont pas entrés plus en déclin. C'est aussi bien sur le long terme que sur le court terme. Mais par contre, les laridés et surtout les limicoles ont vraiment des tendances au déclin. On voit aussi que les espèces qui nichent en Arctique et dans le sud de l'Afrique ont aussi tendance à décliner sur le court terme, donc plus récemment. Et donc, en fait, quand on prend toutes ces informations ensemble, on s'aperçoit que les limicoles sibériens, qui sont des migrateurs longue distance, vont montrer des tendances plus négatives que les autres espèces. Alors, si on veut regarder, par exemple, l'exemple du pluvier argenté, nichant en Arctique et hivernant en Europe et en Afrique occidentale, eh ben, on peut voir qu'en fait, à l'échelle de la voie de migration, donc c'est le graphique en haut à gauche, on voit que à partir du début des comptages de 1978 jusqu'au début des années 90, il s'est bien rétabli. C'est une population qui s'est bien rétablie. Puis, elle s'est stabilisée jusque dans les années 2005. Et ensuite, en fait, donc depuis 2005, il s'effectue un déclin de ces populations. Et par contre, quand on voit la tendance nationale, donc en France, c'est le graphe en dessous, en bas à gauche, et ben en fait, depuis le début des comptages en France, c'est en augmentation, tout le temps en augmentation. Donc en fait, ce qui apparaît, c'est que cette population va subir des déclins principalement sur les sites d'hivernage en Afrique de l'Ouest, tandis qu'en Europe occidentale, il est en augmentation. Donc il y a à la fois un déclin généralisé de la population, mais aussi une redistribution de la population qui effectivement est en train de remonter. Et en fait, surtout cet exemple, il met vraiment en évidence l'importance de toujours replacer les tendances nationales dans le contexte de la voie de migration. Car si on regardait seulement ce qui se passait en France, tout pensera à croire que c'est une population qui est en bon état, qu'il n'y a pas de souci. Or, elle est un petit peu en déclin en ce moment. Et en fait, cette situation est commune à de nombreuses populations de limicoles, où on a en effet des déclins qui sont observés dans les zones d'hivernage au sud et des augmentations dans les zones d'hivernage du nord. Alors, il n'est pas exactement possible de savoir les causes de cette situation, mais il y a plusieurs hypothèses complémentaires, dont notamment la dégradation des zones humides en Afrique. En effet, il y a quand même pas mal de développement sur la côte africaine, alors qu'en Europe, on a quand même des lois mises en place pour la protection des zones humides et la protection des sites littoraux. Il y a aussi l'hypothèse de la dynamique des populations. Et en fait, les Gwenaël aussi en a parlé, où une population qui va être en déclin va abandonner les sites moins favorables en premier, donc les sites qui sont dégradés, mais aussi des sites, par exemple, des sites qui sont plus éloignés des zones de reproduction afin de réduire les distances de migration. Il est aussi possible que les populations qui utilisent les sites d'hivernage dans le nord et ceux des sites d'hivernage du sud ne soient pas les mêmes. Et donc, elles sont soumises à des pressions qui sont différentes. Par exemple, il y a des pressions qui sont particulières qui vont en fait s'exercer en Arctique qu'on ne retrouvera pas ailleurs.
Et puis finalement, le changement climatique, c'est une pression qui s'exerce déjà sur la voie de migration et qui pourrait contribuer à la remontée des espèces. Et ça, Élie Gaget qui pourra nous en parler un petit peu plus tard dans la soirée en plus de détails. Et quand on parle des pressions et des menaces sur les sites fréquentés par les oiseaux d'eau, en fait, elles se trouvent majoritairement d'origine anthropique, donc issues des activités humaines. Alors là encore, le changement climatique est rapporté comme une pression qui est vraiment grandissante, notamment par l'élévation du niveau de la mer, qui est quand même première sur le classement des pressions, et dont on le voit déjà dans le Perthus charentais, que c'est un petit peu des soucis. Il y a aussi tout ce qui est augmentation de la fréquence et l'intensité des tempêtes et le réchauffement, puisqu'on a vu que ça va modifier un petit peu la distribution des espèces. Les activités récréatives et de tourisme apparaissent aussi particulièrement importantes, surtout en Europe occidentale. Euh, la pollution agricole est mise en cause, le trafic maritime, et puis bien entendu toutes les menaces qui sont liées à l'exploitation des ressources directes. Donc, par exemple, la pêche, le ramassage des coquillages, la chasse, mais aussi tout ce qui est exploitation forestière, exploitation des mangroves, plus en Afrique occidentale. Et on a bien entendu aussi toutes les activités qui sont liées au développement humain. Donc là, on parle là de changement d'habitat, de drainage, d'urbanisation, le problème des déchets, tout ce qui est infrastructure. Donc ça va vraiment mettre des pressions sur les sites et donc les rendre moins attractifs, moins favorables pour les populations d'oiseaux. Et pour répondre à ces pressions, eh bien, il y a de nombreuses mesures de conservation qui sont mises en place avec une efficacité variable. Donc la désignation et la protection juridique des sites, par exemple, ça n'est efficace que si elle est accompagnée de plans de gestion appropriés. Et on peut citer là, par exemple, les directives européennes Oiseaux Habitat qui sont quand même plus efficaces que d'autres protections. De même, la régulation des activités, que ce soit la régulation du tourisme, de la pêche ou de la chasse, ça n'est efficace que si c'est vraiment appliqué, c'est surveillé. Donc, si personne ne passe pour verbaliser les contrevenants, s'il n'y a aucune conséquence, en fait, ça ne sert strictement à rien de mettre une régulation en place. Et dans tous les cas, en fait, il est ressorti que toute mesure de conservation à mettre en œuvre, il est vraiment nécessaire de sensibiliser, d'engager et d'inclure dans le processus de décision les communautés locales en tant que partie prenante pour qu'elles puissent vraiment adhérer au principe de conservation et qu'elles puissent s'approprier un petit peu plus les enjeux et participer. Donc pour conclure, en fait, la voie de migration Est-Atlantique, elle va globalement plutôt bien, surtout comparée à d'autres voies de migration. Mais c'est vrai que la trajectoire récente est quand même moins favorable, donc il y a certaines inquiétudes pour certaines espèces en particulier. Il y a toujours un besoin de continuer d'améliorer les efforts de suivi, de renforcer les capacités dans les pays qui ne peuvent pas mobiliser autant de moyens pour les comptages. Il y a beaucoup de besoins de recherche, donc notamment approfondir la recherche sur la connectivité migratoire afin de mieux décerner les populations qui sont à risque et aussi investir dans la recherche sur les causes des tendances afin de valider donc ces hypothèses qui ont déjà été émises ou de trouver d'autres hypothèses et puis permettre de définir des mesures qui sont nécessaires pour contrer ces déclins. Donc à nouveau, je voulais vraiment remercier tous nos coordinateurs et les observateurs qui rendent ce travail possible. Donc comme vous voyez, on fait pas du travail qu'à l'échelle de la France, pas vraiment à plus grande échelle. Et merci à vous tous pour votre écoute.